Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je tiens à remercier les partenaires suivants pour leur support au balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu des Sureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Je reçois Dr Ghassan Soufi, président de la Fédération des médecins résidents du Québec. Alors que la FMRQ négocie avec difficulté le renouvellement de son entente collective, le ministre de la Santé Christian Dubé a déposé récemment le projet de loi 83 qui vise à limiter la migration des médecins vers le réseau privé. La loi empêcherait notamment un médecin d'œuvrer dans le réseau privé durant ses 5 premières années de pratique. J'étais donc curieux de recevoir Dr Soufi en entrevue pour avoir la position de la FMRQ sur ce projet de loi qui peut, à première vue, paraître discriminatoire. Vous découvrirez au cours de cet entretien un jeune médecin extrêmement articulé et pourrez par le fait même en apprendre plus sur les enjeux auxquels font face les nouveaux médecins. Bonne écoute. Ghassan, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation du balado La Santé au-delà des mots. Donc, je t'ai fait déplacer de Montréal pour l'entrevue aujourd'hui. Donc, merci bien pour l'entrevue, c'est très apprécié. Puis, on va parler un peu aujourd'hui du projet de loi 83 là, qui a été rendu public il y a quelques semaines et qui vise à essentiellement forcer les nouveaux médecins en pratique à exercer dans le réseau public pendant 5 ans. Mm-hmm. Puis ça a peut-être passé un peu inaperçu parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans la sphère publique dans le moment, au niveau politique fédéral, américain, les négos, tout ça. Donc, on va faire le tour de tout cela puis voir un peu votre position. Je présume la connaître, sans t'entendre. Mais avant tout ça, j'aimerais ça que tu te présentes. Donc, résident en psychiatrie à McGill, impliqué au niveau associatif. Mm-hmm. Tu as déjà ta place de fellowship qui est prête aussi pour toi. Donc, exactement. Parle-moi un peu de ta carrière, puis tes études. Puis... Mm-hmm. Je suis résident en psychiatrie à l'Université McGill, puis j'ai fait l'entièreté de mon parcours médical à McGill, donc mes études doctorales, formation postdoctorale maintenant en psychiatrie. Puis, dans le fond, moi, je suis tunisien d'origine. J'ai déménagé ici avec mes parents quand j'avais 6 ans à peu près, avec ma jeune sœur. Puis c'est la classique histoire de famille immigrante, de parents qui veulent bouger pour offrir une meilleure éducation. À leurs enfants? À leurs enfants, exactement. Donc je suis arrivé en première année du primaire. Quand on arrive, c'était un peu plus rock'n'roll. Oui, mais... Je suis allé à 6 écoles primaires différentes. Pourquoi? Parce qu'on déménageait. On a commencé à un petit endroit. Toujours dans la région de Montréal? Exact. Toujours. On passait dans la Côte-des-Neiges, on passait un peu plus loin. Fait le tour des écoles. Mais j'imagine qu'à ton âge, tu t'es très adapté assez facilement. Je veux dire, lorsqu'on est enfant, on le sent pas vraiment. Puis honnêtement, ça permet de rencontrer des gens, puis de voir des gens de différentes cultures, différents milieux, puis on va voir comment les gens sont différents d'un quartier à l'autre. OK. Mais toi, tu n'avais pas vraiment de souvenir. Ou as-tu un souvenir de la Tunisie ou c'est un peu flou? C'est vague. C'est vague, mais je m'en rappelle. Je me rappelle avoir été triste. Aquitaine? Ouais, j'étais triste quand ma mère m'a amené chez le coiffeur pour
la dernière fois. Puis en première année, donc tu avais peut-être 7 ans, disons, quelque chose comme ça. Plus jeune que ça, c'était ça, 5-6. OK. C'est drôle parce que moi, lorsque j'étais jeune, j'habitais à Québec. Puis on a déménagé à Montréal parce que j'avais 8 ou 9 ans. C'est pas la même chose que toi, là, évidemment, mais en termes d'impact. Mais je garde un souvenir de ça, c'est lorsqu'on partait de Québec, qu'on traversait le pont Pierre-Laporte. Puis là, je m'étais dit, bon, ben c'est terminé. Moi, ce qui m'est resté dans la tête, c'est le coiffeur. Je sais pas pourquoi. C'est ça qui était frappant. Et dis-moi, ta soeur, est-ce que ta soeur aussi fait des études? Oui, malheureusement, elle s'est lancée dans le même domaine que moi. Elle a aussi terminé ses études en médecine. OK. Puis là, essentiellement, elle a gradué l'an passé. OK. Puis elle fait une maîtrise à Londres en sciences sociales. OK. Sur le racisme, la race. OK. Et ces affaires-là qu'elle veut ramener en médecine par la suite. Dans le but de faire une résidence en médecine familiale. OK, donc, bref, je viens de me trouver une deuxième invitée, donc, pour le balado, dans la même famille, ça va être un duo. Mais parle-moi un peu de la FMRQ. J'ai déjà eu ta prédécesseur, le docteur Jessica Ruel, La Liberté. Là. On avait parlé à l'époque de l'apprentissage par la compétence. Donc, la FMRQ s'était prononcée contre, à l'époque, là, dans un volumineux rapport. Puis, rappelle un peu la FMRQ, le membership, la mission. C'est un peu complexe, la FMRQ. La manière dont je le simplifierais, donc, c'est la Fédération des médecins résidents du Québec, d'abord, pour nos auditeurs. C'est une fédération, donc ce qu'elle regroupe, c'est 4 associations locales. OK. Donc, essentiellement, il y a 4 facultés de médecine au Québec. Donc, il y a 4 facultés auxquelles sont affiliés les médecins résidents qui font leur formation postdoctorale. Puis, on peut être affilié à Laval, à Sherbrooke, à Montréal ou à McGill. Puis, essentiellement, ces 4 associations-là sont regroupées sous l'égide de la FMRQ, qui rassemble les 4000 médecins résidents au Québec. Quand même, ça fait 4... On aurait tendance à penser qu'il y a moins de résidents que ça, mais... Il y a au-dessus de 4000 maintenant. OK. Puis ce qui est très intéressant avec la Fédération des médecins résidents, c'est qu'on a une portée académique, donc on représente les médecins résidents dans tout ce qui a trait à leur formation postdoctorale, donc avec la formation, les cours, l'interaction avec les patrons qui sont superviseurs de stage, mais aussi tout le volet syndical, parce que nous sommes des employés du secteur public. On contribue aux soins de la population québécoise, puis ces employés-là, ils ont une convention collective. Puis on représente aussi les résidents à la FMRQ sur ce volet-là. Puis c'est de là d'où vient cette appellation, le double rôle, le double statut des médecins résidents, qui sont à la fois travailleurs et apprenants du fait qu'ils poursuivent une formation postdoctorale dans leurs universités. La cotisation, j'imagine, c'est selon la formule RAND, disons, là, c'est prélevé à la source. Exactement, c'est prélevé à la source. Puis c'est de là dont vient notre budget à la Fédération et aux associations. Est-ce qu'il y a une grosse permanence, disons, à la FMRQ? J'ai regardé un peu la structure. Là. Il y a combien d'employés? Si j'enlève, évidemment, les médecins résidents. Une dizaine d'employés permanents. D'accord. Donc, on a la chance de compter sur le support d'un directeur général, directrice au com, directrice aux affaires juridiques, comptable. Donc, on a toute cette équipe-là qui supporte les médecins résidents à travers toutes sortes d'enjeux qu'ils peuvent rencontrer. Puis, honnêtement, l'équipe est fantastique à la Fédération parce que de par le statut même de médecin résident, c'est un statut transitoire. Ben, c'est ça. On devient médecin résident, puis on quitte ce métier-là après quelques années, parce qu'on rentre en pratique en médecine. Donc, ça peut passer vite, la résidence. Puis on est chanceux de pouvoir compter sur les membres de la permanence, qu'on les appelle, parce qu'ils sont une certaine mémoire, j'imagine, fédérative, je dirais, jusqu'à un certain point. Là. Oui, on leur doit beaucoup à cette mémoire-là sur plusieurs sujets, que ce soit sur les conditions de travail au niveau syndical ou sur les postes d'entrée en pratique, les fameux PEM, les PREM et tout ça. Ça, c'est des choses qui évoluent sur le cours de plusieurs années, voire même des dizaines d'années. Donc, un résident, une dizaine d'années, c'est parti. Il y en a plusieurs cohortes qui sont passées. C'est ça. Donc, vraiment chanceux de compter sur eux. Puis, être président d'une fédération comme ça, puis faire sa résidence en même temps... c'est challenging, des fois. On va dire ça comme ça. Mais t'arranges ton horaire comment ou J'ai de la chance cette année puis les années précédentes où j'étais impliqué parce que je peux moduler en quelque sorte mon horaire. Je conserve toutes mes tâches cliniques, puis les patients, les évaluations, toutes sortes de trucs. Puis du moment où j'ai des rencontres, j'essaie de
de les placer là où c'est le plus approprié, puis de décaler un peu le travail clinique, que ce soit plutôt le matin, plus tard le soir, ou faire des trucs le plus possible en dehors des heures de travail normales avec la fédération, mais ça va par vague. Ça va par vague. Il y a des semaines qui sont plus tranquilles, durant l'été, durant le temps des fêtes, mais les périodes à l'automne, par exemple, quand tous les comités rentrent puis commencent, c'est plus dur. C'est plus dur? C'est plus dur. Tu parlais un peu votre double statut, employé de l'État étudiant. Est-ce que auprès des instances gouvernementales, vous avez la même considération que la FMOQ, où les gens vous regardent de haut un peu, là, donc des petits jeunes, là, puis, comprends-tu ce que je veux dire un peu? Là? Je comprends ce que vous voulez dire. On est définitivement une bête spéciale. C'est parce que les gens ne savent pas d'où nous prendre, d'où nous approcher. Mais on est une fédération médicale qui représente des employés au même sens que d'autres employés. Qui sont différents de la FMOQ et de la FMSQ, mais je pense qu'à travers les années, les gens ont su comprendre c'était quoi la fédération puis qu'est-ce qu'on faisait. Puis dans les forums où on participe, les gens reconnaissent notre apport puis notre valeur parce qu'on a quand même des positions qui se sont travaillées durant plusieurs années puis qui représentent une réalité qui est très distincte de celle des autres professionnels de la santé. C'est quoi les grands enjeux des médecins résidents actuellement, disons, si on parlait du côté peut-être soit psychosocial ou j'en ai quelques-uns en tête, là, donc est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes de burn-out? Est-ce qu'il y a beaucoup de... Malheureusement, oui. C'est quelque chose... Je pose la question à la bonne personne, donc un futur psychiatre. J'ai malheureusement vu certains de mes collègues, parfois aux urgences psychiatriques. En 5 ans de résidence, ça arrive. Mais la résidence, c'est pas facile. C'est des longues heures de travail, il y a plusieurs aspects à concilier. Donc, l'aspect formation, l'aspect médical, mais aussi l'aspect académique, les présentations, préparer sa carrière, etc. Trouver un poste, faire toutes ces démarches-là, c'est difficile. Puis, on le remarque. On fait des sondages périodiquement avec les médecins résidents pour voir où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur charge de travail, leur perception sur leur bien-être, etc. Puis, au sondage le plus récent, ça fait moins d'1 an, il y a 73% des médecins résidents qui décrivaient qu'ils étaient épuisés après une journée de travail. Donc, à la fin de la journée, épuisés complètement. Puis, même proportion, à peu près 3/4 qui se décrivaient être en épuisement professionnel. Puis ça, c'est des statistiques qui sont en augmentation. Un sondage qu'on avait fait en 2017 avec la même méthodologie montrait qu'il y avait à peu près 60-62% des gens qui décrivaient qu'ils étaient en épuisement professionnel. Donc là, il semble on en a parlé beaucoup pendant la pandémie, là, c'était dur, c'était pas une période facile, donc ça a augmenté, puis c'est pas descendu, c'est resté stable. Les gens comprennent que c'est une période transitoire, la résidence, mais ça reste extrêmement difficile. Travailler des heures de fou quand même, mais en même temps, vous travaillez moins qu'avant, Moins qu'avant, dans quel sens? Les résidents en chirurgie, par exemple, font moins d'heures qu'avant. Là, je veux dire, ils prennent leur lendemain de garde. Les résidents juniors ne font pas des nuits. Là, terminent à 11h le soir. Donc, comment expliquer? C'est comme il y a moins d'heures travaillées, puis peut-être qu'il y avait d'épuisement professionnel à l'époque, puis c'était pas décrit, je sais pas. Ça, c'est aussi une réalité qui est plus perçue maintenant qu'elle l'était auparavant, mais je pense que ce qu'on constate en regardant dans les milieux, puis à travers les différents corps de métier au sein de la médecine, c'est qu'il y a toujours une réorganisation possible du travail. Par exemple, il fut un temps, il n'y a pas si longtemps en fait, où il y avait des possibilités de garde de 24 heures, avec des lendemains de garde, etc. Tandis que ce n'est plus le cas maintenant. Ça ne veut pas nécessairement dire que les médecins résidents travaillent moins, c'est juste que l'organisation du travail est différente. Parce qu'il n'y a pas de 24 heures, les journées de travail sont tronquées pour faire en sorte qu'il y ait peut-être un résident de jour et un résident de nuit qui font continuellement la tâche sur un service donné. C'est ça. Qui fait en sorte que maintenant, la moyenne d'heures travaillées par semaine, si on prend tous les services inclus, c'est à peu près 70-72 heures. C'est quand même, ça reste très élevé. Puis ça inclut des fois des périodes de 19 jours consécutifs de travail. Dans la Convention, on est les seuls au Québec où c'est quelque chose qui existe, où on peut nous imposer de faire 2 fins de semaine consécutives. Puis, encore une fois, dépendamment de la manière dont le service est organisé, ça arrive. Mais on pourrait faire juste un balado là-dessus. Là, parce que moi, j'ai une vision... je suis un dinosaure. Là. J'ai une vision un peu différente de l'approche à la résidence, là, mais... C'est quand même un enjeu important là, de parler d'épuisement professionnel. Comment vous comparez-vous à
Est-ce qu'on a des chiffres par rapport, mettons, aux étudiants en droit? Ou, Bonne question. J'ai pas ces chiffres-là. Donc, je ne pourrais pas faire de comparaison directe. Parce mais... que j'entends rarement parler d'épuisement professionnel dans les autres. On en parle un peu, certains premiers répondants dans le domaine de la santé, parfois ambulanciers, policiers, tout ça. Au moins, les chiffres auxquels on peut se comparer, c'est les nôtres. Ouais. Donc, ceux d'il y a quelques années. Ça se détériore. Ce qu'on constate, c'est, en effet, il y a une détérioration. Puis, il y a des gens qui décrivent plus d'épuisement. À suivre. Donc, on a un autre sujet de balado, donc, au cours des prochaines... On en a accumulé quelques-uns aujourd'hui. En quelques minutes. Donc, c'est quoi le projet de loi 83, là, qui... moi, je dois dire que je ne suis aucunement concerné, mais c'est venu m'agacer un peu, là, ce concept de discrimination. Là. Mais bref, qu'est-ce que ça dit? Un projet de loi très court, là, 2 pages. Si on voulait le décrire en une analogie ou une expression, c'est un cheveu sur la soupe. C'est quelque chose qui est venu se déposer un peu par surprise. On n'avait pas vraiment vu venir. Puis, ce qu'on comprend maintenant du projet de loi, avec maintenant 1 mois et demi après la pré-annonce, puis l'annonce du projet de loi, c'est qu'il y a un certain désir de la part du gouvernement, également du Collège des médecins du Québec, puis ça, on pourra en reparler, de freiner l'avancement du privé en santé. Puis là, il y a 2 questions. C'est freiner l'avancement du privé en santé face au public. Puis il y a également cette notion qui rentre en jeu de faire en sorte que les médecins qu'on forme ici au Québec restent ici au Québec pour travailler. Ça, c'est 2 enjeux quand même assez très différents sur le plan juridique, sur le plan opérationnel. Puis c'est venu en quelque sorte amalgamé dans un seul projet de loi que le gouvernement a annoncé quand même, c'était quoi, il y a 1 mois et demi maintenant? C'était au début du mois de novembre, alors qu'ils étaient en crise avec tout ce qui se passait du côté de la DPJ. Puis comme par magie, tout ça s'est estompé c'est ça. un petit mais peu. Si, tu me corrigeras, mais si je résumais le projet de loi 83, donc une première ligne, c'est d'obliger les médecins qui terminent leur formation à travailler 5 ans dans le réseau public, sous peine de pénalité très salée. Et plusieurs dizaines de milliers de dollars par acte. Et deuxième élément, c'est une liberté qu'aurait le ministre de faire signer des contrats aux étudiants en médecine ou aux résidents pour qu'ils travaillent dans le réseau public. Pour qu'ils travaillent au Québec. Au Québec, c'est ça. pour une période déterminée. Exact. Puis, à la discrétion du ministre. Exact. Donc, on a beaucoup plus d'informations sur le... Disons, ça modifie quelques articles de la loi sur l'assurance maladie et de la loi sur la gestion du réseau. Exact. En gros, la première partie, c'est celle où on a un peu plus d'informations. La deuxième, il y en a beaucoup moins. Tous ces contrats-là... Mais ça a déjà existé des postes à contrat. Il faut se rappeler aussi, à l'époque, ça existait des postes à contrat en résidence... C'était pas nécessairement mal perçu à l'époque parce que c'était perçu comme des postes supplémentaires. Donc, par exemple, l'Université Laval avait, je donne un exemple, 8 postes en chirurgie générale. Il y avait un 9e poste à contrat. C'était comme un bonus, là, tu sais. Donc, les gens signaient ça, puis c'était peut-être, à l'époque, je dirais, de mémoire, 4 ou 5 ans en région, en finissant. Sous peine d'une pénalité qui, à l'époque, était quand même... Ben, c'était de l'argent, là. J'ai en tête 200 000 là, de pénalité si on refusait d'y aller. Il y a des gens qui l'ont remboursé. Là, ça, c'était il y a une vingtaine d'années, à peu près? Oui, ça trahit mon âge. Mais j'étais résident à l'époque. Rempart Neurophysiologie est fier de poursuivre pour une 2e année son support au balado La santé au-delà des mots. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique opératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Ben, ça soulève toutes sortes d'enjeux, là. On va en discuter. Donc, c'est quoi votre position officielle en date? On est le 19 décembre aujourd'hui, donc la position officielle de la FMRQ sur le projet de loi 83. En date d'aujourd'hui. En date d'aujourd'hui. Ben, regardez, nous, on travaille
à temps plein, à 100% dans le public. On sera les premiers à défendre la perpétuité de notre système de santé publique qui est bâti par les contribuables, puis on redonne à la population québécoise. Puis c'est tout ce que les résidents veulent. On veut tous, dans un monde idéal, travailler dans un système public. Maintenant, il y a des facteurs qui font en sorte que c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible de trouver le poste qu'on cherche ou même de trouver un poste point dans le secteur public. Puis c'est là où il y a une réflexion à avoir par rapport à comment ça se fait qu'au Québec, on a tant de médecins qui pratiquent au privé comparé aux autres provinces? Puis comment ça se fait que ce chiffre-là a augmenté dans les dernières années? On a vu les chiffres que le gouvernement a sortis, une augmentation depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui de plusieurs dizaines de %. Donc comment ça se fait que les gens se tournent vers le privé puis boudent un peu le public? Je pense que ce sont sur ces éléments-là qu'on devrait se concentrer parce que nous, on est 100% pour un système public. Encore faut-il que nos membres qui sont finissants puissent se trouver un poste. Puis là, je peux vous donner toutes sortes d'exemples, mais on va dire il y a quelqu'un qui pratique en médecine familiale, qui gradue, qui veut travailler dans une région quelconque, puis qui veut faire de la prise en charge, veut travailler en bureau, prendre en charge des patients. Là, on va dire que ce médecin résident-là, il contribue une charge, il contribue des soins qu'on peut mettre dans une enveloppe particulière. Puis là, la population où il veut travailler a besoin de services particuliers. Puis il y a un match, c'est parfait. Il y a ces besoins-là que le médecin peut aller remplir. Mais tout ce qui se passe entre les deux, toute la bureaucratie, toutes les réglementations, les prêmes que vous avez, dont on a entendu parler avant, c'est les AMP également. Les plans d'effectifs médicaux, activités médicales particulières. Activités médicales particulières. Donc, tous ces éléments-là viennent mettre un frein un peu à ce que cette personne qui veut travailler dans le système public puis qui veut aller prendre en charge des patients, ultimement, ne puisse pas le faire parce que soit il n'y a pas de prême, soit le prême est accompagné d'un AMP spécifique dans un domaine que le médecin ne peut pas combler ou ne veut pas combler. Puis ça fait en sorte que des gens se disent je peux pas travailler ou on m'a même pas la chance de travailler dans cette région-là, puis ils quittent. Ils vont voir ailleurs. Est-ce que c'est plus un enjeu en médecine familiale ou en spécialité? Je pense que c'est un enjeu dans les deux. Okay. En médecine familiale, ce l'est plus d'une perspective de... Il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes administratives, de contraintes bureaucratiques qui viennent empêcher la diversité qui rend propre à la médecine de famille de s'exprimer. Il y a toutes sortes de médecins résidents qui choisissent d'œuvrer dans un domaine en particulier en médecine familiale, que ce soit en médecine des toxicomanies, en santé mentale, en soins de fin de vie, peu importe. Puis on a ces besoins-là dans la population québécoise. Okay. Mais là, ils arrivent pour appliquer un poste, un prême. Puis on leur dit que l'activité médicale particulière qui est requise n'est pas l'expertise qu'ils ont. Malgré le fait qu'il y a ces besoins populationnels-là. Puis eux, ils sont prêts à travailler et à participer au système public, mais il y a une barrière qui leur empêche de le faire. Okay. Ça, c'est un problème qui est assez propre aux médecins de famille du fait que il y a beaucoup de contraintes avant de pouvoir arriver à un poste puis prodiguer des soins à la population québécoise. Pour les spécialités, c'est un autre enjeu, puis ça se peut que tu le connaisses un peu plus, mais surtout dans les plus petites spécialités, premièrement, c'est pas partout qu'il y a du travail. Des fois, c'est plus en centre académique pour des spécialités plus poussées. Des fois, il faut qu'il y ait des ressources quelconques. Il y a des salles d'opération, il faut qu'il y ait d'autres professionnels de la santé qui accompagnent les médecins. Puis, même si on a l'expertise puis la pratique chirurgicale, psychiatrique, quoi que ce soit, si on n'a pas les ressources pour travailler, ça marche pas. Tout à fait. Mais bref, mais donc l'obligation 5 ans, là, êtes-vous pour, contre ou est-ce qu'il y en a... c'est pas une question de nombre d'années. C'est pas une question non plus du coût de formation que ça coûte pour former un médecin. Moi, je le vois pas. Puis c'est ça la pente glissante dans laquelle je pense qu'il faut éviter qu'on aille, c'est de se dire, tu sais quoi, la formation médicale est payée par les contribuables, puis moi, je vais devoir repayer ça d'une quelconque manière pendant X nombre d'années, puis ensuite, j'ai fini. J'ai repayé ma dette, puis je vais y aller. Je
pense que ça, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que pour moi, que ma formation me coûte $1 ou qu'elle me coûte 100 000 ou qu'elle coûte 100 millions de dollars au gouvernement, ça ne change rien. Je veux rester au public pendant l'entièreté de ma carrière, pourvu que je puisse, pourvu qu'il y ait un poste pour moi, puis pourvu que les ressources existent pour y pratiquer. Donc le 5 ans, c'est un peu des chimères. C'est pas quelque chose je veux pas qu'on développe cette perspective selon laquelle tu as fait ton 5 ans, tu as repayé ta dette, puis tu peux aller où tu veux. Tu n'as plus rien à devoir au public. Je pense que c'est au contraire, parce qu'on est formé en médecine, puis dans toutes les autres professions de la santé d'ailleurs, on doit donner au public pendant l'entièreté de notre carrière. Le coût de formation des médecins, j'ai essayé d'avoir l'information, je ne l'ai pas eu. On dit, mettons, ça coûte tant de centaines de milliers de dollars former un spécialiste, par exemple. Est-ce que ça inclut vos salaires en cours de... Mais le gouvernement ne nous a pas dit d'où est-ce qu'ils venaient les chiffres, puis ce qu'on a compris, c'est que oui, ça inclut les salaires. C'est faux. Évidemment que c'est faux. Ils nous disent que c'est à coût de 400-700 000 $, mais je veux dire, un médecin spécialiste, sur-spécialiste, qui fait 8 ans de formation postdoctorale, puis qui a un salaire pendant ces 8 ans-là, on inclut... On est rendu à probablement 2 millions à partant. Exactement, on inclut moi, ça cet dans argument-là de salaire, de coût de formation, je n'y adhère pas du tout. Là. Ouais. Moi, personnellement, je paie de l'impôt là, dans le moment. Là. Ça me fait plaisir d'en payer, mais j'ai pas l'impression d'être en train de rembourser mes études. Moi, dans ma tête, je paie les études des enfants qui vont me suivre et de moi de me dire que je suis en train de payer les études des Québécois de demain, puis qu'on va les mettre dans un carcan ou dans une boîte, les attacher au Québec, alors que le monde est ouvert devant eux. Moi, je trouve ça épouvantable au point de vue intellectuel, là, de dire qu'on on met un cadenas sur la vie de quelqu'un. Là. Parce que là, c'est 5 ans. Après, ça va être quoi? Puis ensuite, la prochaine étape, ça va être de dire, mettons, vous ne pouvez pas prendre votre retraite avant 65 ans. Ouais. C'est comme... Je vois une deuxième pente glissante qui est là. Puis, je veux dire, l'ingénieur qui a fait une maîtrise puis un doctorat au Canada, puis qui va travailler chez Google en Californie, personne qui... c'est ça, je sais pas, il y a personne qui va dire ça n'a aucun sens. Les gens vont dire c'est extraordinaire. Tu sais. On subventionne toutes sortes d'études ici au Québec, puis parce que c'est une valeur sociétale qu'on a. Ben, je veux dire, c'est un choix qu'on fait de payer les études, mais pas dans le but de mettre les gens dans des cellules fictives. Là. Je veux dire, c'est dans le but de leur donner la liberté puis le potentiel d'avoir une vie pleine et entière. Moi, je n'adhère aucunement. Puis si on prend je trouve ça épouvantable. Si on prend cette idée-là du gouvernement, puis qu'on l'applique seulement aux professionnels de la santé, là, on parle de médecins, de jeunes médecins, de médecins résidents depuis quelques mois, mais c'est pas juste nous qui travaillons à l'hôpital. Loin de là, il y a des infirmières, il y a des IPS, il y a des ergothérapeutes, il y a des travailleurs sociaux, il y a des psychologues sans qui on ne pourrait pas travailler. Tout à fait. La médecine, c'est un travail d'équipe. Puis, prodiguer des soins, c'est un travail d'équipe. Puis l'autre chose qu'il faut réaliser, puis je l'ai réalisé récemment en faisant un balado avec Maître Marco Laverdière, donc qui est un spécialiste vraiment de la question de la santé, de la gestion, c'est le fait que lorsqu'on pense à la privatisation du réseau, on pense tout le temps aux médecins. Puis, mais en fait, le réseau de la santé est déjà très privatisé. Là. Essayez d'aller voir un physiothérapeute, un ergothérapeute, un psychothérapeute. Beaucoup de ces services-là sont accessibles uniquement au privé. Essayez de faire évaluer votre enfant pour des troubles d'apprentissage ou autres. Ça va être au privé. C'est extrêmement difficile. Puis, dans mon domaine, on travaille souvent avec des professionnels de la santé, des travailleurs sociaux, des psychologues, des ergothérapeutes en santé mentale. Puis, c'est difficile de mobiliser les ressources dans le public pour... je peux bien faire une recommandation, mais si cette recommandation veut seulement être suivie après 6 mois, 8 mois, qu'est-ce que je fais comme travail? C'est pas juste le médecin qui tient debout le système de santé publique, c'est vraiment tout le monde. Puis il faut que tout le monde soit là si on veut quelque chose d'efficace, puis qui puisse soigner les Québécois le plus rapidement possible, puis avec la qualité qu'on leur doit. Avez-vous parlé aux autres instances, FMOQ, FMSQ, on parlait du collège, de ce projet de loi-là, ou c'est encore trop tôt, puis ça va aller peut-être plus en 2025, on a eu des discussions avec nos collègues à la FMOQ, FMSQ, qui eux aussi étaient étonnés de cette sortie-là. Je pense qu'ils n'ont pas commenté quand il y a eu la pré-annonce du projet de loi en début novembre, puis parce que c'est vraiment quelque chose qui ne touche que les médecins, alors que, comme on vient de le dire,
c'est pas juste ça. C'est pas en imposant une période de 5 ans obligatoire au sortir de la formation de travail au public qu'on va régler tous les maux du système. Puis, tu l'as mentionné tantôt, mais c'est les autres professionnels qui travaillent dans le privé, c'est pas d'hier, ça, que ça date. C'est quelque chose ça fait plusieurs années, puis ça s'accentue, surtout sous le gouvernement caquiste. Le lendemain de l'annonce du projet de loi, ils annonçaient qu'ils allaient envoyer plus de chirurgie en CMS, qu'ils allaient accroître ces services-là. Oui, c'est ça. Il y a comme... Il y a une incongruence. Et l'autre chose, c'est que, de toute façon, mon approche politique de la chose m'amène à penser qu'il faut déréglementer plutôt que réglementer dans notre société. On réglemente tout en pensant régler des problèmes. Moi, je pense qu'on en crée. Par exemple, on pense à interdiction 5 ans d'aller dans le privé pour un jeune médecin qui termine. Le poste qui est disponible dans le privé, il va être occupé par quelqu'un. La nature a horreur du vide. Fait que ce poste-là, s'il n'est pas occupé par un médecin qui vient de terminer, s'il est occupé par un médecin qui quitte sa pratique après 10 ans puis qui abandonne 1500 patients, ça pourrait être pire. C'est pas ça ce que je veux dire? Ouais, l'effet pourrait être pire, là, je veux dire, d'avoir finalement un médecin qui a 10-15 ans d'expérience, qui lui en aura le bol de toutes les contraintes dans son GMF. C'est terminé, moi je m'en vais. Fait que ça pourrait être délétère, cette mesure. Puis ce qu'on comprend aussi, c'est que la plupart des médecins qui pratiquent dans le privé, qui sont des affiliés de la RAMQ, ne sont pas en début de pratique. Non, c'est ça. La grande majorité d'entre eux sont au-dessus de 50, 60 ans. C'est plus vers la fin de la pratique que c'est quelque chose qui marche. Donc, totalement d'accord avec vous. C'est quelque chose qu'on va créer graduellement un problème dont les failles vont seulement se montrer dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Okay. Puis, c'est pour ça qu'on a été surpris de la sortie de Dr. Maël Godreau à la CMQ, parce que le Collège des médecins du Québec. C'est ça, le Collège des médecins du Québec, parce que la mission du collège, c'est la protection du public. Puis ça, c'est pas sur une vision politique de la chose, où on fait des sorties, on fait des coups dans le but de s'attirer les bonnes faveurs du public, mais il faut vraiment penser à long terme, parce que la santé, c'est long terme. Former un professionnel, former un médecin, quand quelqu'un rentre à l'école de médecine, il va devenir médecin dans une dizaine d'années. Il faut passer un peu au long terme, puis on n'a pas compris vraiment d'où sortait le collège sur cette idée de 5 ans. Puis il y a une peur qui était hypothétique, mais qui devient de plus en plus réelle, c'est que si on fait cette obligation-là pour les médecins de pratiquer 5 ans au public, puis ensuite il y en a de plus en plus qui quittent vers le privé parce qu'ils ont payé leur compte puis ils s'en vont, est-ce que ça se peut qu'on se dirige vers une situation similaire à celle des psychologues où on va manquer de médecins qui puissent enseigner dans le public, puis former les jeunes étudiants qui sont en train d'entrer de plus en plus dans les écoles de médecine? Il faut trouver des endroits où les former, ces gens-là. Il faut trouver des enseignants pour les former. Puis j'ai donné l'exemple des psychologues. La raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que y a un manque criant de psychologues au Québec. Puis c'est pas par manque d'intérêt. Il y a plein de gens qui voudraient aller faire des études dans ça puis pratiquer. On n'a juste pas assez de monde pour les former. C'est pour ça que c'est tellement contingenté au doctorat. Manque d'enseignants. Exact. Okay. On ne peut pas les former. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots.
Avez-vous peur que cette loi-là, mettons, la FMRQ, avez-vous peur que ça décourage, par exemple, un étudiant de faire ses études médicales au Québec à la limite? Ou moi, si j'étais, mettons, premier ministre de l'Ontario, là, j'ouvrirais à Ottawa un gros bloc, là, pour... j'irais venir, en Ontario, nous, on est très accueillants. C'est difficile à dire parce que c'est vraiment des choix qui se font il y a longtemps. Ouais. Je pense pas que ça va rendre la pratique médicale moins populaire. Moins attrayante au Québec. C'est juste que la manière dont les gens vont approcher leur entrée en résidence, leur entrée en pratique va être différente, de par le fait que ces mesures-là existent, puis ils vont se poser des questions. J'ai beaucoup de collègues en médecine de famille qui ont peur. Ils ont peur que cette mesure-là ne fasse qu'empirer le problème d'attractivité en médecine familiale particulièrement. En médecine familiale. Parce que les postes sont non comblés. Là. Exact. Puis on sait que, justement, on parlait tout à l'heure de toutes sortes de contraintes qui existent déjà à l'entrée en pratique avec les activités médicales particulières, les prêmes. S'il y en a d'autres qui s'ajoutent, puis quelqu'un qui se dit, moi, ma vocation, c'est de faire ce type de pratique-là. Je veux travailler avec des gens qui sont en fin de vie. S'il n'y a pas ce poste-là, puis je suis étudiant, puis j'y pense, peut-être que je ne veux pas appliquer en médecine familiale. Peut-être que je vais aller regarder ailleurs, peut-être que je vais aller regarder dans une autre province. Puis malheureusement, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui. On va seulement voir les conséquences de ça dans 10 ans, 15 ans. Mais je présume que probablement que vous n'êtes pas encore prêt à aller en commission parlementaire pour débattre. Là. Vous allez préparer votre dossier. Mais... 100%, parce que le projet de loi vient de déposer, tu l'as dit tantôt, c'est quelques pages, c'est 4 pages, je pense. C'est ça. La commission parlementaire, ça va être, on ne sait pas exactement, ça va être fin de l'hiver, début du printemps, puis on va préparer nos arguments pour aller les Avez-vous une idée de ce que vous allez proposer comme alternative, disons? Parce que ça pourrait être de dire aux gens plutôt un pourcentage. Un pourcentage? De pratiques privées, publiques, tu sais, ou de dire, mettons, pendant les 10 on pourrait imaginer, mettons, pendant les 5 premières années, un maximum de 20% ou 25% des revenus qui viendraient du privé. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Ou... C'est peut-être un peu trop loin pour... C'est trop flou pour pouvoir s'exprimer vraiment sur ça, parce que on n'en sait pas beaucoup du projet de loi. On sait qu'il y a ce chiffre de 5 ans-là. Comment ça s'opérationnalise, à partir de quand, qui est-ce que ça affecte, est-ce que, là on parle de désaffiliation de la RAMQ, réaffiliation à la RAMQ, ce serait pour 5 ans, puis ensuite ils peuvent se désaffilier. On ne sait pas exactement en termes de ça. Puis encore moins pour le deuxième élément qui porte sur les contrats à signer avant d'entrer en médecine, puis avant d'entrer en résidence. C'est là où il peut y avoir des éléments discriminatoires, puis on va analyser ça avec nos avocats. Mais je pense qu'il est trop tôt pour pouvoir essayer de changer l'idée qui est pas l'idée, mais plutôt les modalités qui sont inscrites dans le projet de loi. Ça, on va pouvoir en discuter en commission parlementaire. Pour ce qui est d'autres idées qui ne touchent pas vraiment le PL 83, qui pourraient essayer de pallier à cette problématique que le gouvernement soulève, qui est tout à fait véridique, c'est très difficile. C'est des mesures qui touchent l'ensemble du système de la santé, pas juste les médecins. Puis je pense que c'est sur ça qu'il nous faut se concentrer pour essayer de comprendre, mais pourquoi? Pourquoi il y a autant de médecins qui vont vers le privé? Mais l'autre particularité aussi, c'est que, sauf erreur de ma part, si on prend par exemple une infirmière qui travaille dans un hôpital le jour, elle peut aller travailler dans une clinique privée le soir. Donc il y a possibilité du double emploi. Les médecins, on l'a évoqué, là, c'est assez complexe, les gens pourront faire des recherches, mais un médecin ne peut pas la même journée, par exemple. Il faut se désaffilier. Là, j'entends que le gouvernement va peut-être un peu compliquer ce processus-là pour empêcher cette espèce d'alternance entre le réseau public et privé. Là, mais moi, je pense que un des problèmes sous-jacents à tout ça, c'est que la médecine au Québec, c'est comme la religion il y a 50 ans. Beau lapsus. Non, exactement. Mais c'est la même chose, c'est comme... Puis là, donc, le public, c'est sacro-saint. Puis le privé, c'est un peu diabolisé. Puis là, on fait tout ce qu'on peut pour l'empêcher. Puis là, comme argument contre les réseaux privés, on cite les États-Unis, qui ont un système complètement dysfonctionnel. Le pire système de santé au monde, probablement, en termes de coûts par rapport aux indicateurs de santé. Alors, est-ce qu'il pourrait exister une société québécoise où l'apport d'un système de santé privé pourrait être bénéfique?
Ça se peut. C'est juste dans l'opérationnalisation actuelle de la chose sous la CAQ, avec cette vision caquiste-là, ça fait en sorte que les ressources qui sont mobilisées pour soigner des patients dans le privé nécessairement viennent affaiblir le public, le personnel. C'est parce qu'on les met en opposition, là. Mais si on pensait en dehors de la boîte un peu, là, il y a des salles d'opération dans les hôpitaux publics. Pourquoi est-ce que ces salles d'opération-là ne sont pas exploitées par le réseau privé dans l'hôpital? Puis là, les gens vont me dire c'est trop compliqué, on pourrait pas les syndicats, c'est ci, c'est ça. Mais et pourquoi ce n'est pas finalement le réseau public qui administre la portion privée des soins et garde les profits? T'sais, et donc, le profit, moi, si je vais me faire une prothèse de hanche dans une clinique privée à Montréal ou à Québec, je donne 25 000 l'argent est disparu. Là. On ne reverra jamais la couleur de cet argent-là. Mais si je me faisais faire la même prothèse de hanche dans le secteur privé du CHU ici à Québec, je donne 25 000 parce que moi, j'ai envie de payer. L'argent sert finalement à financer les soins en pédiatrie. Mais peut-être que je suis rêveur ou je vis dans un monde de licorne, mais je me dis, pourquoi est-ce qu'on a... Et en plus, ça créerait un attrait pour le personnel, parce qu'on pourrait dire aux infirmières, au personnel paramédical, vous êtes embauchés dans l'hôpital X et vous avez l'opportunité de faire du privé quelques fins de semaine dans l'année. Les gens diraient, c'est extraordinaire, en plus, je peux augmenter mes revenus, ça va permettre de payer telle ou telle chose. Là. Puis il n'y aurait pas cette espèce de conflit. Puis à ce moment-là, on pourrait imaginer aussi il y a déjà une classe de citoyens qui paie plus cher. Mettons, si vous achetez un véhicule au-dessus d'un certain prix, il y a une surtaxe, vous n'aurez pas, mettons, la prime pour la voiture électrique ou autre. Est-ce qu'on pourrait imaginer, pour certains types de procédures, à partir d'une certaine étape dans notre vie, en fonction du patrimoine qu'on a amassé, que certains types de soins soient désassurés? Qu'on dise, écoutez... Monsieur Gagné, là, si vous avez 75 ans, là, on connaît votre patrimoine parce que vous payez de l'impôt, vous allez payer votre prothèse de genou. T'sais. Parce que là, tu parles de salles d'op qui sont vides en hôpital, puis de recruter ou de penser à une manière de faire en sorte que le privé pourrait utiliser cette salle d'op vide. Mais pourquoi ce serait le privé? Tout ce qui nous manque, on a la salle d'op, elle est là physiquement, on a le temps, elle est vide, elle est inoccupée. Tout ce qui manque, c'est les gens. C'est le personnel qui sont allés travailler ailleurs, qui sont allés travailler dans des cliniques privées, qui sont allés en dehors du système public. C'est ça. Puis c'est ça qui fait en sorte que la salle d'op est vide. Puis elle c'est ça. Mais c'est parce que si on amène le réseau privé, c'est que là, ça amène des capitaux. Ça amène du nouvel argent dans le système. Sinon, il va falloir imposer plus. Le nouvel argent vient de nous. Oui, mais ça, c'est un choix. C'est un choix. Ah, ben ça, c'est une question. C'est une question sociétale à se poser si on veut, que les gens puissent avoir ce choix de payer leur hanche. S'il y en a, les gens vont dire, écoutez, si je le paie pas, mettons, à l'hôpital universitaire de ma ville, je vais le payer à la clinique privée, là, la ville d'à côté. Mais ça, je vois ça comme Fait que je me dis, pensons en dehors de la boîte, puis arrêtons de mettre les deux systèmes en opposition, puis intégrons-les un dans l'autre. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est plus une question de s'il y a quelqu'un qui vient se poser la question, est-ce que j'attends 12 mois pour avoir ma hanche ou est-ce que je la paye au privé 25 000? Je pense que ça témoigne d'un échec. Ça témoigne d'un échec de notre système de santé qui n'a pas été capable de prodiguer ce soin-là à la personne quand elle en avait besoin. Encore là, si on laisse les lois du marché s'établir de cette façon-là, éventuellement, si le réseau public devient un peu plus performant, les listes d'attente baissent, le réseau privé devient moins attrayant pour les patients parce que les gens vont dire finalement, ma prothèse de hanche en date d'aujourd'hui, c'est 6 mois d'attente. Mais les exemples de systèmes de santé qu'on a qui s'apparentent plus à ça, puis même l'exemple de la CAQ dans les dernières années, avec l'accentuation de la privatisation de notre système, est-ce que ça mène à une vision qui est plus holistique de la manière dont on veut octroyer des soins au Québec? Je ne serais pas sûr que ma réponse serait oui. Oui, je comprends. Parce qu'on a eu on a eu les quelques années d'expérience maintenant avec toutes les créations de la CAQ. Est-ce que ça a amené une baisse des listes d'attente? Est-ce que ça a amené une hausse de la satisfaction des patients vers les soins de santé qui sont prodigués au Québec dans leur totalité, que ce soit privé ou public? Je ne suis pas sûr que la réponse serait oui. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes.
anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Le fait que le projet de loi sorte au moment même où les fédérations négocient leurs conventions collectives, avez-vous peur de servir un peu de monnaie d'échange, là, que le gouvernement dise aux fédérations, écoutez, donnez-nous pas trop de problèmes avec le PL 83, là, puis on va plier sur... Moi, c'est une crainte que j'aurais si j'étais président de la FMQ. Je vais te dire, c'est la pré-annonce du projet de loi, qui était en début novembre, puis l'annonce du projet de loi. Les deux sont survenus la veille d'une de nos séances de négociation avec la MSSS. Okay. C'est un méchant hasard. Mm-hmm. Toutefois, j'irai pas jusqu'à dire que c'est c'est une tactique de négociation de la part du gouvernement. Okay. Je pense pas on dirait pas que ça s'apparente à ça. On dirait qu'il y a eu une poussée d'impopularité au début de l'automne, puis au mois de novembre, il y avait tout ce qui se passait avec la DPJ, etc. Mm-hmm. Puis c'est là où l'annonce, la pré-annonce du projet de loi est tombée. Puis on sait que cette idée flotte un peu depuis quelques mois déjà. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui est en réaction aux négociations qui se passent avec les fédérations médicales, mais ça joue définitivement. Okay. C'est quelque chose qui est utilisé activement par le gouvernement dans ses échanges dans le public là, avec les fédérations médicales. Je sais pas ce que tu en penses, toi, parce que tu as dit que... Non, parce que je pourrais voir, parce que c'est déjà arrivé dans le passé, là, dans les années 90, il y a eu une baisse de salaire de 1% qui avait été imposée à l'ensemble des médecins spécialistes. Mm-hmm. Et la Fédération des médecins spécialistes, à l'époque, avait décidé, plutôt qu'imposer 1% à l'ensemble de ses membres, d'imposer une baisse de 30% aux nouveaux médecins spécialistes pour 3 ans à l'époque. Exact. Ça a créé un certain schisme à l'intérieur de la Fédération. C'est un schisme, oui et non, là, mais c'est une drôle de situation. Là, puis ça a donné naissance à l'époque à ce qu'on appelait l'Association des jeunes médecins du Québec, là, dont j'étais membre. Puis il y a eu des poursuites contre la Fédération. Là. On a perdu sur toute la ligne, là, mais je me dis, est-ce que la Fédération ou les fédérations vont supporter ce projet? J'ai hâte de voir un peu leur réaction là, à la FMOQ puis à la FMSQ. Ouais, c'est ça. Le collège, ça a l'air assez clair, là, donc... C'est clair, mais c'est confus. Je pense qu'il pousse sur cette idée du 5 ans, puis il pousse sur empêcher l'accroissement du privé, mais il pense pas fort. Comme on s'est dit tantôt, c'est une pente glissante, ça. Ça se peut qu'il y ait des effets délétères. Puis je sais pas si le collège s'est penché à long terme sur ces effets-là. Une de mes devises, moi je dis souvent, là, il faudrait qu'il y ait un peu moins de politique dans la science, puis plus de science dans la politique. Ça s'applique définitivement au collège des médecins. Puis là, je me dis, avant de dire qu'on est en faveur de ça, c'est assez complexe. On dirait qu'on applique des raisonnements mathématiques à des problèmes qui s'apparentent plus à de la biologie. C'est difficile de prévoir exactement l'effet d'une réglementation, parce que c'est tellement un écosystème qui est complexe. On peut prendre une analogie, on peut prendre un hôpital, c'est immense. Tout le monde est déjà allé dans un hôpital, c'est une structure, c'est un village. Ouais. Puis, est-ce qu'on se dit qu'en fermant ce corridor-là dans l'hôpital, on sait exactement ce qui va se passer en termes de ce qui va circuler là? Évidemment pas. C'est ça. Cette idée du 5 ans au public, c'est une infime partie du système de santé dans sa globalité. Est-ce qu'on sait comment ça va affecter le système? Aucunement, mais il y a des chances qu'il n'y ait pas les effets escomptés. Mm-hmm. Avez-vous eu beaucoup d'appels de vos membres, disons, qui ont appelé pour dire... des gens qui ont peur, qui sont nerveux, ou parce qu'il y a des conditions. On peut penser il y a des situations familiales aussi où les gens ont des plans, un conjoint, une conjointe qui n'est pas dans le domaine médical, qui est retenu dans une certaine région du Québec pour toutes les bonnes raisons, puis à ce moment-là, le conjoint médecin dit, dans le contexte, compte tenu qu'on est obligé de rester à telle place pour ton travail, j'aurais pas trop le choix que
de travailler dans le réseau privé. Là, Moi, ça a beaucoup fait réagir nos membres. On a eu beaucoup de messages. Moi, j'en ai eu des messages individuels, là, puis ça portait sur toutes sortes de sujets. Mais je pense qu'il y en a peut-être 2-3 qui ressortent. Le premier, c'est « Mais pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait? » on est là, on travaille à 100% dans le public, là, comme je dis tantôt, puis qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que c'est moi qu'on dit qu'il faut que je reste au public alors que je dois rembourser mes études. Puis moi, je dois rembourser mes études. J'ai une dette envers la société. Là. Mais la dette, c'est quelque chose qu'on comprend, on intellectualise ça, mais on travaille pas seul dans l'hôpital. Là. Il y a toutes sortes de professionnels, puis on se dit, pourquoi moi, pourquoi pas les autres? Puis la deuxième pensée qui vient après ça, c'est, OK, faisons l'expérience que ça passe, le projet de loi. Moi, si j'applique à un poste, puis ils prennent quelqu'un d'autre, puis ils me prennent pas, comment est-ce que je vais pratiquer dans le public? Qu'est-ce que je fais? J'ai beau essayer, mais s'il n'y a pas de place pour moi, qu'est-ce que je suis supposé faire? Est-ce que je dois déménager? S'il n'y a pas de travail disponible, est-ce que je dois penser en avance à écrire un courriel au gouvernement pour leur dire « Désolé, j'ai pas pu trouver de place ». C'est des peurs qui viennent parce qu'il y a déjà tellement d'incertitudes. Tu l'as mentionné, là, c'est long une formation en médecine, puis la vie change. Ça se peut qu'on soit amené à aller là-bas parce que notre partenaire trouve une job là-bas, on a des enfants, il faut rester alors qu'on voulait partir, puis Les choses changent, puis il y a toute cette incertitude-là qui gruge les gens, alors qu'on est déjà dans un domaine où il y a toutes sortes de barrières, de contraintes, il y a des boîtes dans lesquelles on doit se caser, puis s'il y en a une de plus, est-ce qu'on va rentrer dans cette boîte-là? Est-ce qu'il va y avoir de la place pour nous dans cette boîte? C'est ça le message que beaucoup de nos membres nous ont transmis. J'imagine que vous avez commencé à regarder un peu à l'interne. Votre directeur est un avocat? Oui. Donc, sur l'aspect constitutionnel, avez-vous eu des discussions à savoir si cette loi passerait, comme on dit en bon québécois, le test de la charte, là, notamment au niveau des clauses sur la discrimination basée sur l'âge? Là, donc, C'est très, très tôt pour s'avancer sur ça, parce que surtout sur le projet de loi, là, il y a 2 éléments. Il y a le 5 ans public, puis il y a tout ce qui est signer des contrats pour rester au Québec. Sur ce deuxième aspect-là, on n'en sait pas beaucoup. Puis, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont être signés, les contrats. On ne sait pas c'est quoi les genres de clauses qui vont être attachées. En quoi est-ce que ça lie le gouvernement avec la personne qui signe le contrat. Il y a possibilité qu'on puisse contester sous certaines formes si les contrats entravent les droits de nos membres. Mais c'est très tôt pour parler de ça maintenant. Peut-être le parallèle le plus direct qu'on a, c'est il y a 2 ans, quand il y avait une commission parlementaire pour toutes les discussions liées au projet de loi qui a mené à la création de Santé Québec. PL15. Exact, le PL15. On parlait d'une clause dans l'immense projet de loi là, qui aurait créé ou qui aurait transformé certains postes de résidence en postes où la personne devait pratiquer dans une région donnée à la fin de leur résidence. C'était une idée qui avait été initialement inclus dans le projet de loi. Puis ma prédécesseure, Dr. Ruel Laliberté, est allée en commission parlementaire, puis elle s'est battue contre ça, parce que on se l'est dit, là, mais ça change une vie. Entrer en résidence, tu termines la résidence, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis tu as peut-être signé un contrat au début qui disait que tu devais aller pratiquer en Gaspésie, mais il y a des choses qui font en sorte que ça se peut que ça change. Ça se peut que tu ailles aux îles de la Madeleine à la place, ça se peut que tu ailles ailleurs. Puis on a réussi à faire valoir notre point, puis le gouvernement a enlevé cette clause-là du projet final. Okay. Mais là, ça ressort. Ouais, c'est comme on a des échos. On a des échos de ça. Ouais. Parce que, disons, là, en trame de fond aussi, au Québec, notre position, ou tout au moins la mienne, puis la position de beaucoup de mes collègues, c'est qu'il y a trop d'hôpitaux. Il y a trop d'hôpitaux au Québec. Là, on oblige les gens à travailler dans des endroits où il n'y a pas de travail, ou peu de travail. En chirurgie générale, là, si on descend dans le bas du fleuve, là, à partir de Québec, il y a un hôpital à tous les 45 minutes où il y a une couverture de garde. Les gens ne réalisent pas, là, il y a un chirurgien de garde au Québec dans tous les hôpitaux, à tous les soirs. Là. Puis il y a beaucoup des endroits au Québec où le chirurgien de garde est là essentiellement pour couvrir les césariennes. Là, ça devient encore une fois politique parce que c'est très délicat quand il n'y a pas de service obstétrique dans une ville. Donc, les femmes doivent se déplacer en fin de grossesse. C'est vraiment pas plaisant, là, mais
Puis ça, on a touché le sujet tout à l'heure parce qu'on a parlé beaucoup des gens en médecine familiale, mais ceux qui sont dans les spécialités, on va prendre l'exemple de la chirurgie, c'est pour garder tes habiletés, tout à fait. Il faut qu'il y ait un certain volume, il faut qu'il y ait une certaine densité, etc. Puis, tu l'as dit, c'est pas un hôpital à chaque 45 minutes qui va te permettre de continuer à pratiquer puis de ne pas perdre ces acquis-là. Exactement. Pour lesquels on t'a formé. Puis, il faut trouver un endroit pour ces personnes-là pour qu'ils travaillent. Exact. Et, quelle est la suite là, des choses pour les prochaines semaines, les prochains mois, donc vis-à-vis le projet de loi 83, vous allez préparer tranquillement vos choses? Exact. Okay. Là, comment dire, la fumée, la poussière retombe en termes de tout ce qui était couverture médiatique. Puis ça a beaucoup mobilisé le public et les médecins résidents. Là, on est dans la phase de préparation. On regarde avec nos avocats par rapport à toutes sortes de possibilités qui pourraient survenir en commission parlementaire, puis on prépare nos argumentations à ce niveau-là. Est-ce que là, vous êtes en négociation aussi pour la convention collective? Exact. Est-ce que ça teinte la couleur des négociations? Ça teinte... C'est comme si on se faisait donner un petit coup de poignard dans le dos. Exact. Je dirais que ça teinte pas la teneur des conversations par rapport à la négociation en tant que telle, mais ça touche inévitablement le background, le fond. Oui, c'est ça. Parce que là, on parle de nos conditions de travail sur la table de négo en termes des heures travaillées, puis de la garde et tout ça, de la rémunération. Puis là, il y a tout ce brouhaha par rapport à vous allez devoir rester au public parce que vous ne travaillez pas assez dans le public, puis vous nous devez quelque chose, etc., etc. Donc, ça... inévitablement, ça pique les gens. Ça vient, tu l'as bien dit, donner un petit coup de poignard derrière. Donc, on ne peut pas s'attendre du côté de la FMRQ, dans votre esprit, là, le gouvernement va aller de l'avant, puis faire adopter ce projet de loi tel quel. Parce que parfois, il y a des petites négociations, des il faut se rappeler que ça, c'est un projet de loi qui est populaire parmi parmi la population, puis aussi tous les partis politiques. Donc, il y a une forme quelconque de ce projet de loi qui va passer. Notre travail, je pense, ça va être de vraiment d'éclairer le gouvernement, puis d'éclairer les autres partis intéressés. Mais je dirais éclairer la population, moi. Éclairer la population également, quant au risque de bouger une pièce sur l'échiquier sans considérer les autres pièces. Quand on joue, j'ai vu un board d'échecs tantôt, mais ça me fait penser. Mais quand on bouge une pièce, on doit considérer les autres choses qui se passent autour. On peut pas juste bouger son cavalier, puis... Mais moi, je demeure convaincu que le réseau de la santé, là, il faut aborder ça comme un organisme vivant et non pas comme un modèle mathématique où on met l'intrant A, puis on calcule l'extrant. Au bout, ça va sortir exactement c'est pas ça du tout. Je pense qu'il devrait engager plus de biologistes, je pense, au réseau de la santé, juste pour aborder ces problèmes-là sur une base organique, là. Puis dire, c'est comme intangible un peu à certains égards. C'est une structure aussi qui est un peu autoportante, le réseau de la santé. Ça génère un peu ses propres besoins, je veux dire. La majorité des gens qui rentrent travailler dans le réseau de la santé, je pense, le font pour aider les gens, puis pour rendre service. La totalité des gens. La grande majorité. Mais est-ce que le réseau comme tel, dans son entièreté, est-ce que son objectif premier est de traiter les gens? C'est pas toujours ce qu'il est. Dans certains cas, c'est des objectifs politiques. Dans d'autres cas, c'est économique. Dans d'autres cas, c'est simplement des restrictions de coûts. Donc c'est pas si clair que ça, parce que globalement, on tend toujours à traiter les gens ou à mettre les gens au centre des préoccupations. Dans mon esprit, c'est pas si clair du tout. Oui, puis c'est former, j'ai dit tantôt, mais former un médecin, ça prend des années, des fois des décennies. Puis quand on commence à former quelqu'un, il rentre en 2010, on va dire, en école de médecine, il va sortir en 2022. Il y a des choses qui se sont passées, là. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Puis quand on parle de favoriser la pratique en région pour les spécialistes, pour les médecins de famille, il y a toutes sortes d'initiatives qui ont été faites dans les dernières années pour former des campus satellites, qu'on appelle. Il y en a à Mauricie, il y en a à Gatineau, pour favoriser le fait qu'il y ait des étudiants qui vont étudier là, qui vont être proches, puis qui vont possiblement vouloir retourner travailler là. Un exemple, quand on parle de décision, puis on pense que le résultat est relativement facile à prévoir, les coupures que l'on impose au réseau dans le moment, là, pour 1,5 milliard de coupures, là, le fond de l'histoire, je ne connais pas parce que j'ai vu la une ce matin, mais en Outaouais,
le 6 dans ce coin-là a dit, écoutez, avec les coupures qu'on doit imposer, on doit couper des stages d'externat pour les infirmières. Parce qu'on n'a pas le financement. On a le financement pour faire des stages à certaines périodes de l'année, mais pas tout le temps. On doit couper les stages. Les gens disent que c'est une catastrophe, parce qu'une des techniques de recrutement, c'est justement d'accueillir les infirmières en stage. Alors, tu sais, c'est comme je disais encore une fois, plus on réglemente, parfois, pire c'est. Et ça, c'est une vision politique qui va au-delà de la discussion d'aujourd'hui. Donc, mais ça va être à suivre. Écoutez. Ces 1,5 milliard là qu'on va couper en santé, c'est assez pervers parce qu'on nous a dit plutôt qu'il n'y aurait aucune coupure au service qui allait être octroyé à la population québécoise. On nous a dit ça, tout le monde est tombé des nues, c'est impossible. Puis ensuite, il y a eu des admissions que peut-être... Non, il y a des gels d'embauche. Il y a des gels d'embauche dans les hôpitaux. Là. Exact. Au même moment, ils veulent qu'on fasse du rattrapage. C'est comme... Ben, le mot n'a pas encore été prononcé, mais il va sortir éventuellement l'austérité. On s'embarque vers ça. C'est ça qu'on nous annonce. 1,5 milliard, c'est pas rien. On brandit la menace tout bonnement pendant que les fédérations médicales sont en négociation. Elles doivent en entendre parler quand même, même souvent à leur table de négo. Les fédérations, en tout cas, on a toutes sortes d'autres choses sur la table aussi, là, au niveau de la Fédération des médecins spécialistes, avec la poursuite récente là, d'une association envers la fédération. Donc, Ghassan, ça fait le tour de la question, donc je vais te souhaiter bonne chance pour les prochains mois. Il y a une petite section baguette magique dans mon balado, même si le sujet est lourd, donc ça permet un peu parfois de connaître les invités sous un autre angle. Si je te laissais, avec ce qu'on a dit aujourd'hui, peut-être changer une chose dans le réseau de la santé, par magie, là. Tout est possible. Je pense que dès que j'ai mis un pied à l'hôpital en tant qu'étudiant en médecine, c'est la même idée qui est restée, puis j'arrête pas de le dire à tout le monde, c'est si seulement on pouvait avoir un système électronique médical pour l'ensemble du Québec. Pour ceux qui écoutent puis qui comprennent pas, moi, on va dire je travaille à l'hôpital X. Le patient vient à l'hôpital X, j'ai accès à ses dossiers à l'hôpital X. Mais s'il est allé à l'hôpital Y, il n'y a aucune idée de ce qui s'est passé avec lui. Je peux pas lire ses notes, je peux pas savoir ce qui s'est passé, j'ai pas accès à certaines valeurs, certains résultats, certaines évaluations. Puis ça complique la tâche de plusieurs professionnels parce des fois on redouble de travail. Surtout dans mon domaine en psychiatrie, on sait pas ce qui s'est passé, surtout quand il y a des enjeux juridiques, des enjeux de fiabilité. Puis si seulement on avait accès à un système qui nous permettait de consulter ça à l'échelle de la province. Mais je me demande parfois si, tu le sauras mieux que moi peut-être, là, mais si, quand le dossier électronique est trop facilement accessible à l'ensemble des soignants, si ça peut pas être préjudiciable. Par exemple, là, moi, à 50 ans, je consulte pour une hernie inguinale, un chirurgien là, à Bécomo. Je suis installé à Bécomo depuis 5 ans, j'ai une hernie. Le chirurgien ouvre le dossier, il voit tout. Là, il voit que j'ai fait une psychose 30 ans auparavant. Ça change peut-être un petit peu la perception qu'il a de moi, tu sais. Puis c'est un peu inutile comme information, là. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Alors que quand c'est dans un dossier papier, c'est plus difficile d'aller chercher, là, tu sais. Même dans le même hôpital, toi, tu sais, même dans le même hôpital, quand c'était papier, dans le temps, c'est difficile d'aller trouver, parce que parfois, c'est dans le tome... tu sais, parfois, moi, je vois le patient, j'ai le tome 8. À l'époque, là, on avait un gros tome, puis là, finalement, la psychose est dans le tome 2, là. Puis le patient... Même chose peut-être pour, tu sais, je consulterais pour n'importe quoi d'autre. Là. Est-ce que je veux vraiment que le médecin sache que j'ai eu une infection transmise sexuellement, tu sais, 30 ans avant, tu sais, mais je sais pas si... Parce que j'avais la notion au début qu'il y aurait certaines sections, tu sais, qu'on pourrait bloquer l'accès, tu sais, notamment le dossier psychiatrique. S'il y a un endroit où il y a des préjugés, c'est ça, tu sais, que tout le monde ait accès au dossier psychiatrique. Je sais pas. C'est ça que j'allais dire, c'est que maintenant, on n'a même pas les capacités techniques pour faire ça à l'échelle de la province. Puis si j'avais la baguette magique, c'est ça que je changerais. Parce qu'au-delà de ça, il y a des manières de faire en sorte de gérer. Limiter l'accès à quelques personnes, limiter l'accès en termes d'années, limiter l'accès en termes géographiques. OK, donc c'est une considération importante pour toi aussi. Bien sûr, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans le discours social, toute cette protection des informations, non seulement des informations personnelles, mais médicales également. C'est quelque chose qui est très important, puis les gens le prennent en considération. Mais pour nous d'avoir accès,
ça réglerait déjà un paquet de problèmes, puis ça éviterait des tonnes de complications, des tonnes de back and forth, des tonnes d'efforts qu'on met un peu dans le vide. Mais j'avais eu une invitée là, que je ne nommerai pas, là, mais qui m'avait dit, au Québec, pour que ça fonctionne, il faudrait quasiment tout effacer, puis recommencer. C'est comme si on était rendu trop loin. On a pris trop de retard. Puis là, il y a trop de systèmes qui se sont développés. Même des dossiers électroniques différents d'une région à l'autre, ou parfois d'un hôpital à l'autre dans la même région. Alors, quand vient le temps d'uniformiser tout ça, il peut y avoir beaucoup de résistance. C'est pas un travail facile, mais c'est un travail qui va prendre des années. C'est ça. Bref, baguette magique assez difficile aujourd'hui. Et si tu avais une rencontre de rêve dans le monde? Ah, ça, j'y ai pensé. C'est difficile, mais je me suis arrêté à Jules César. OK. ça disait mort ou vivant. Tout à fait. Pourquoi? Je suis un grand fan d'histoire, surtout la période romaine. OK. Autour de ce moment-là. Puis je sais pas pourquoi, mais c'est un caractère, c'est un personnage historique qui a quand même marqué le cours de l'histoire. Tout à fait. Puis je serais curieux de savoir, qu'est-ce que tu lui demandes, c'est ça? Tu discuterais de quoi? Je parlais de la guerre des Gaules. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que t'es revenu, t'as franchi le Rubicon, t'es allé conquérir Rome, t'es devenu empereur, t'as mis fin à une république. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un quand tout ça se passe? OK. Puis je voudrais être à Rome aussi, il y a 2000 ans. OK, exact. Excellent choix. Écoute, mon cher, je te remercie énormément. Donc, ça a été hyper agréable. Je vais te souhaiter bonne chance là, pour la poursuite de ton mandat à la Fédération des médecins résidents, puis bonne chance aussi pour ce qui s'annonce là, pour le projet de loi 83. Puis au plaisir d'une prochaine rencontre. Merci pour l'invitation encore. Merci, à bientôt. Bye-bye. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.